département au premier trimestre pour être capable d'identifier les besoins d'équipement. Mais avant de savoir où est-ce qu'on équipe, on a besoin de se caler sur, bon, j'ai appelé ça des lignes directrices, sur en fait qu'est-ce qu'on veut, quoi. Est-ce que les plongeurs, est-ce que dès qu'il y a un bout de coralligène et quelqu'un qui va sous l'eau, est-ce qu'on met une bouée? Est-ce que dans 10 ans, on veut voir des bouées partout dès qu'il y a un bout de coralligène? Je simplifie un peu, mais en fait, on a besoin de clarifier entre nous ces aspects-là. Donc, bon, c'est très récent. On a travaillé en début de semaine avec les sociopros pour essayer de définir quelques lignes directrices afin d'être prêt pour les réunions départementales, quoi. Et l'idée, c'est un peu de définir. Alors, on ne va pas réinventer de la lumière, hein. Je pense que c'est des choses où on est à peu près tous d'accord. Bon, je ne vous ai pas encore mis des lignes parce qu'on ne les a pas encore validées entre nous, mais voilà, il y a un certain nombre d'éléments sur des lignes directrices qu'il faut que l'expérience de la plongée elle soit agréable, hein, pour les plongeurs, évidemment. Euh, Évidemment, la sécurité du mouillage, ça reste primordial. L'important, c'est qu'il nous semble qu'un site de plongée, si on met des bouées, l'idée, c'est pas forcément de faire x10 en termes de fréquentation. Ça peut aussi servir, il faut qu'on on en discute très rapidement par mail, ça peut aussi permettre finalement de diversifier les sites de plongée. Quand on va sur une bouée de plongée, c'est temporaire. L'idée, c'est pas d'y passer 3 jours dessus. C'est qu'après, la priorité, c'est bien au club de plongée, enfin, au navire support de plongée, pardon. Évidemment, il faut que cela soit fait en concertation avec les autres usagers. Idéalement, il y a un règlement d'utilisation. Évidemment, on rappelle aussi les points importants, hein, c'est que le plongeur en soi est responsable, hein, du milieu marin et a un rôle finalement de sensibilisation et d'ambassadeur auprès de ses clients. Donc voilà, c'est quelques grands principes qu'on va essayer de finaliser d'ici fin février, mais qui permettront, quand on arrivera dans chaque département, d'avoir ces directrices qui permettront de dire, bah voilà, on va réfléchir maintenant secteur par secteur, où sont les bouées, où est-ce qu'on a des besoins de bouées, mais il faudra que ça réponde à peu près à ces critères. La suite du programme, bon là, donc là, la suite du programme, c'est donc ces réunions territoriales. Donc tout d'abord, l'idée pour nous, bah, c'est déjà refaire une mise à jour de toutes les bouées qui existent. On a des données qui, quelquefois, peuvent être un peu obsolètes, où il y a eu des bouées qui ont été enlevées ou rajoutées. Donc ça, c'est, on va dire plutôt les devoirs maison là, qu'on a envoyés au club et aux gestionnaires d'aires marines protégées, c'est qu'on soit capable d'avoir un retour sur toutes les bouées existantes et puis les besoins. En fait, ça permet de préparer les réunions, hein, afin qu'elles soient efficaces. Donc là, on a un questionnaire qu'on a envoyé. Vraiment, je vous enjoins, si possible, à le compléter d'ici mi-février. Ça nous permettra de préparer au mieux la réunion. Et ensuite, donc l'étape 2, donc c'est d'aller sur chaque territoire, hein, un enjeu. Donc on a Vincent là, qui a fait un super travail de cartographie des sites de plongée, donc sur lequel on va vous présenter des cartes sur lesquelles il y aura les biocénoses marines, en gros où est l'herbier, où est le coralligène, etc. Avoir les sites sur lesquels on avait des données sur la fréquentation, recenser à nouveau les dispositifs d'amarrage afin de discuter en réunion, selon vous, où est-ce que vous auriez des besoins supplémentaires. L'idée pour nous étant de prioriser avec une logique du second semestre, de lancer un appel à projet qui serait plutôt à destination des collectivités, mais pourquoi pas des centres de plongée, hein, qui permettrait en fait de mettre en place des bouées assez rapidement début 2023. Le calendrier de mise en œuvre, je vous redonne les dates, je veux bien juste une validation, mais il me semble que les réunions en PACA, c'est la semaine du 23, 24, 25 février, avec si je ne dis pas de bêtises, le vendredi 25 dans les Bouches-du-Rhône. Le 24, cela doit être sur Nice, enfin dans le 06, et le 23 dans le Var. On sera en Corse le 21 et 22 mars prochain pour faire le même travail. L'idée étant à nouveau, hein, d'avoir l'ensemble des clubs de plongée. Donc les centres de plongée, c'est hyper important pour nous qu'elles soient là, hein, puisqu'on va passer la journée pour se dire, voilà, secteur par secteur, où sont les bouées, quelles sont les biocénoses, comment vous voyez votre secteur, afin qu'on priorise. Et une fois qu'on aura un tableau global pour se dire, voilà les besoins d'équipement, ou alors sur ces sites, collégialement, on se dit, il ne faut surtout pas équiper, parce qu'il y a quelques clubs locaux qui vont avec les expérimentés pour certains besoins. On ne veut pas les équiper parce qu'on ne veut pas forcément qu'il y ait beaucoup plus de monde, ça reste un peu un spot secret. Voilà, ça nous permet aussi de clarifier sur tous les secteurs ce qu'on veut faire. Et en Occitanie, on a également prévu potentiellement un point le 25 février. J'ai plus la date en tête, je te la donnerai. On a aussi prévu une journée en Occitanie, mais pour regrouper en gros les sites rocheux principalement. J'ai plus la date en tête pour l'Occitanie, donc je ne vais pas te dire de bêtises. Voilà l'idée, hein, dans le calendrier global. Vous avez bien compris, on a des lignes directrices.
on aura un tableau qui nous dit voilà par département tous les besoins d'équipement. On aura à côté des fiches pratiques pour dire voilà les besoins. Si vous voulez mettre en place des bouées, voilà comment faire. Et en plus, on fera un appel à candidature hein, pour qu'on vous finance plein de projets à partir de cet été. L'idée étant que à partir de l'automne prochain, les collectivités ou les centres de plongée qui ont répondu, on puisse les financer avec derrière le guide qui leur permet de dire bah voilà la procédure, voilà l'argent, voilà la procédure pour faire, on va vous aider afin que ce soit assez rapide et on espère que l'été 2023, il y a un nombre de bouées substantiel qui a été mis sur les secteurs qui vous semblent importants, quoi. Voilà le calendrier global. Je pense que c'est tenable, a priori. Quand même un dossier d'AOT de plongée, c'est quand même moins lourd qu'un dossier pour mettre 50 ou 100 bouées de plaisance. Ouais, je pense que ce sont des choses qui sont faisables. Pour nous, ce qui est important, c'est pas se louper sur les secteurs prioritaires, quoi. Est-ce qu'il y a encore des... C'est tout ? Est-ce que vous avez des interrogations des... Oui. Concernant les bouées, là, donc, on peut les rajouter, faire des demandes par centre de plongée, donc pour créer de nouveaux sites ou pour équiper des sites. Mais si ceux-ci sont déjà équipés par d'autres bouées et qu'on veut en rajouter, est-ce que c'est faisable ? Je pense surtout autour des îles d'Hyères, puisque ce sont des bouées gérées par la métropole, et également dans le parc aussi. Est-ce qu'il y a une possibilité de dire dans le parc on en veut plus et donc comment ça se passe là ? Alors rendez-vous le mercredi 23 février, le parc sera là, donc l'idée pour nous c'est je peux pas m'engager, je ne sais pas si le parc de Port-Cros est là aujourd'hui, mais voilà, l'idée c'est aussi de voir quelle est la démarche actuelle engagée par le gestionnaire marine protégée et le parc sur ce territoire. Je sais qu'il y a un travail qui est fait avec les plongeurs, il me semble. Je ne sais pas si ça concerne l'équipement ou pas, mais voilà, l'idée c'est vraiment pour nous... Dans tous les cas, si ça peut vous aider, dans tous les cas, c'est pas... s'il y a un besoin et que ça répond à un enjeu écologique, on ira. Hein. Voilà, mais après, il faut aussi que derrière l'ensemble des usagers prennent la température et soient OK sur le sujet. C'est un point important, quoi. En Corse, pour y avoir échangé il y a 2 ans avec un certain nombre de clubs, c'était notamment un des gros sujets, quoi. C'est qu'il y a un certain nombre de conflits d'usage qu'il faut lever au départ. Sinon, on sait qu'on va dans le mur. Donc, et je suis tout à fait d'accord. Oui, bon, je vais intervenir pour le parc national des Calanques. C'est vrai que ces conflits d'usage, je vais dans ton sens, ils sont vraiment importants. On le sait, on a eu des problèmes, notamment sur Marseille, qui est une des zones les plus équipées en bouée plongée mise en place par la ville de Marseille. On a eu cette année 3 ou 4 dégradations de bouées, dont des sabotages avec des bateaux qui partent à la côte parce que c'est pas coupé complètement et donc ça s'arrache au moment où le bateau est dessus. On a frôlé la catastrophe. Donc je pense que ces conflits d'usage sont vraiment importants à prendre en compte, notamment avec le monde de la pêche, parce qu'il y a des sites qui sont aussi bien visés par les plongeurs que par les pêcheurs. Hein. Les roches, ça concentre du poisson, donc ça vous intéresse pour aller les voir, mais les pêcheurs, ça les intéresse pour faire des captures. Donc on sait, on a certains sites, notamment sur la Ciotat, où on a des gros conflits d'usage, où il y a des arbitrages à faire en amont, de dire oui, certes, il y a une volonté d'équiper, mais tout le monde n'est pas forcément d'accord sur ces questions-là, et il va vraiment falloir arbitrer ça, quoi. Peut-être aussi juste pour compléter, tout à l'heure on l'a pas évoqué, on a fait la première partie sur les impacts. Bon, il y a un sujet où on sait, c'est que l'impact de l'ancrage, que ce soit un navire de plongée ou un navire de plaisance, est important, quoi. S'il mouille dans l'herbier ou s'il mouille dans la roche. Donc ça, pour nous, c'est la priorité numéro 1, quoi. Oui, Eric. Moi, j'aimerais savoir quelle est l'ambition de l'État sur 750 sites de plongée. En gros, combien de bouées ? Combien vous avez de possibilités de budget pour équiper ? Parce que est-ce que la sélection, ça sera premier arrivé, premier servi ? Voilà, moi j'aimerais savoir qui va décider comment, sur quels critères, voilà. Merci pour cette question. Alors forcément, on ne va pas équiper tous les sites de plongée. C'est les sites de plongée où il y a un enjeu lié à l'ancrage, hein, dans les sites de plongée où il n'y en a pas. Et d'où l'intérêt de faire le tour de tous les départements pour identifier les priorités, mais pas que nous, État, aussi avec les gestionnaires de la marine protégée. Parce que les gestionnaires de la marine protégée ne vont pas nous dire d'équiper tous leurs sites de plongée.
Donc cette priorisation, on va la faire ensemble, pas que nous, État, de notre côté. D'où l'intérêt de cette co-construction de la stratégie. J'espère t'avoir rassuré, on ne va pas équiper toute la Méditerranée. Ouais, et puis en termes de budget, ça reste quand même des montants beaucoup plus faibles par rapport à la plaisance, hein. Donc pour nous, moi ça me paraît personnellement, hein, s'il y a une navire de plongée jette encore l'angle dans l'herbier ou dans le coralligène, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Et je pense qu'il y a quelques secteurs où il y a, c'est clairement des raisons précises et il faut qu'on équipe rapidement. Donc ça va pas être beaucoup et les montants seront dérisoires. Enfin dérisoires. C'est pas vrai, ça va coûter quelques milliers d'euros par bouée. Mais ça, voilà, je pense pas que le financement soit le plus gros problème par rapport à l'investissement. Après, il restera les frais de gestion et c'est là où il faudra bien réfléchir. Et aussi réfléchir sur les sites où collégialement, vous considérez qu'il n'y a pas besoin de bouée. Alors, il y a une question sur le chat de Sylvain Blouet. Oui. Ah, Sylvain, tu voudrais intervenir, on te laisse la parole. Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend, Sylvain. Ouais, super. Donc Sylvain Blouet, je travaille pour l'aire marine protégée de la côte agatoise. Donc juste sur ces questions-là, je voudrais également attirer votre attention sur deux éléments, qui est le premier, qui est la gestion à long terme, hein, de ces mouillages. Il faut penser que ça a des frais. Il y a des frais inhérents qui sont relativement importants et pour lesquels derrière le gestionnaire est pas du tout aidé, hein. Il faut savoir qu'on a des aides à l'installation, mais on n'a pas d'aide à la gestion de ces mouillages et c'est un coût qui est important. Donc je pense que ce sont des choses qu'il ne faut pas négliger parce que plus on va en mettre, plus ça va coûter cher. Et deuxième point très important, c'est également d'avoir une évaluation de la fréquentation qui soit régulière. Nous, aujourd'hui, on a sur certains sites de plongée, hein, comme vous le savez, on a été pionnier un peu dans l'installation des mouillages écologiques pour les sites de plongée. Aujourd'hui, on retire des mouillages tout simplement parce que les sites sont moins utilisés ou tout simplement aussi parce que l'activité de plongée a baissé dans notre secteur. On a moins de sites de plongée, on a moins de clubs de plongée aujourd'hui et du coup, on retire des bouées. Et on peut le faire que parce que, en tant que gestionnaire, on a ces données de fréquentation et qu'on est capable d'évaluer ça. Donc, il ne faut pas marquer, j'ai envie de dire, graver dans le marbre les sites ni le nombre de bouées. Je pense que c'est des choses qui doivent évoluer, qui doivent être assez dynamiques et de penser à le prendre en compte dans l'évaluation globale. Merci Sylvain. Alors en effet, dans les fiches, hein, il me semble que ça a été marqué, mais l'idée aussi c'est d'avoir une réflexion par phase, hein. C'est pas forcément de tout équiper d'un coup, d'y aller étape par étape et voir, commencer par une ou deux bouées et voir s'il y a besoin de plus, les enlever. Après pour les frais de gestion, on est d'accord, c'est la limite. Il y a eu quelques propositions, hein, qui ont été faites. C'est toujours pareil, après c'est du cas par cas, mais notamment sur l'implication des clubs de plongée, sur l'enlèvement des lignes de mouillage. Dans l'installation, il y a une question d'assurance. Alors vous me corrigez, hein, si je dis des bêtises. Mais voilà, j'ai retenu aussi que dans certains cas, l'idée aussi c'est, on cherche collégialement des solutions, hein, sur un site donné et voir si on ne peut pas essayer de réduire les frais de gestion via des accords au niveau local. Je sais que dans le 06, Yann, tu me confirmeras, mais ça se fait déjà. Donc voilà, c'est des choses à réfléchir, mais il ne faut pas généraliser ou être dogmatique. À mon avis, après, faut regarder le territoire, il faut voir les clubs, il faut voir le gestionnaire d'aire marine. Le principal, c'est qu'on aille vite pour que les quelques endroits où il y a encore des incohérences, on puisse vite boucher les trous de la raquette, quoi. Alors après, il y a des questions d'assurance, c'est pas si facile. Mais... Donc c'est pour ça, pour finir sur ce sujet, parce qu'on a du retard là, et j'imagine que derrière ça pousse. Nous, c'est hyper important, franchement, pour les socioprofessionnels. Les clubs, les gestionnaires d'aire marine protégée, les dates, on va bien les envoyer, et que vous vraiment, notamment en Corse, hein, que les centres de plongée puissent être présents, quoi. Je vais pas dire que c'est le train est là, quoi. Il faut pas le louper pour être capable d'être présent et d'apporter votre science du terrain, quoi. Les invitations pour ces réunions partiront la semaine prochaine. On voulait vous informer aujourd'hui avant de lancer les invites, par mail. Donc on vous laissera redistribuer aux clubs concernés. On continue. Oui. Merci beaucoup pour cette partie-là. Donc, je propose qu'on termine la matinée par une présentation de Philippe L'Enfant et peut-être aussi Nicolas Baraquet. Hop. Je vais en profiter le temps que ça se charge. Donc Philippe L'Enfant, donc moi je suis professeur en écologie marine à l'université de Perpignan. Et je travaille sur le cycle de vie des poissons, nurseries, zones de reproduction, effets réserves, effets récifs artificiels.
Et donc voilà. Donc je tenais aussi à excuser Pierre Boisserie qui aurait aimé être là, mais qui n'a pas pu être là. Et donc la thématique, c'est les épaves. Donc ça, c'est un sujet qui intéresse bien sûr les plongeurs. On a parlé de capacité de charge de certaines zones naturelles, de désenclavement. Les épaves, ça peut être une possibilité. Alors quand on parle de désenclavement, on parle aussi de récifs artificiels. Alors nous, on s'est amusé une fois à faire une petite enquête avant et après la plongée sur des récifs. Et les plongeurs, pour eux, c'était des récifs, c'était des déchets. C'était assez négatif. Et au retour de la plongée, c'était plutôt positif. De la biodiversité, donc pas mal de choses, sauf l'aspect paysager. Et donc c'est vrai que le projet d'Agde est intéressant pour ça, parce que là, on part sur un récif vraiment paysager. Mais on nous parlait aussi beaucoup d'épaves, en nous disant pourquoi faire des récifs et pourquoi pas immerger des épaves. Et donc il y avait cette idée reçue sur le fait que on peut pas en France. Donc là, la première chose qu'on s'est dit, et donc donc ça c'est l'initiative de Pierre Boisserie en 2021, pendant la période de l'UICN au travers de webinaires qu'on a lancé, donc ça c'était un webinaire du 15 avril. L'idée, c'était de faire le point sur toutes les thématiques, écologie, économie, juridique, technique, d'immersion, suivi, etc., communication. Et surtout, l'entrée, elle n'était pas écologique. Elle était vraiment plongée. Elle devenait écologique parce que moi, je me suis aussi intéressé à l'augmentation du nombre de mérous et de la plongée. On voit que les tendances, les plongeurs veulent voir de la biodiversité. Donc, l'aspect écologique apparaît quand même un peu. Et donc, Pierre a réuni un certain nombre d'intervenants, donc Nicolas Barraquet du magazine Plongée, Christian Califano de Procitech, et puis Julien Belda. Donc chacun a une expertise un peu complémentaire pour aborder tous ces thèmes. Et donc, si j'arrive... Ah, voilà, ça y est. Et donc, ce qui est ressorti de ce webinar, c'est déjà une analyse juridique assez pointue sur les problématiques liées à la Convention de Barcelone, au droit de la mer en France, et puis des recommandations sur les aspects de l'immersion, parce que on va immerger un bateau, d'accord, mais il y a quand même des règles à respecter. La première, c'est la dépollution de l'engin, mais pas que. Donc voilà, il y a tout ça. Et donc ça a fait l'objet d'un travail, d'un rapport qui va être produit là dans les semaines qui viennent. Et donc voilà. Donc ça, c'est les premiers livrables de l'année 2021 qui vont sortir en début d'année. Et sinon, ensuite, on va attaquer sur 2022 avec un travail sur les aspects valeurs écologiques des navires immergés. Donc là, on travaille déjà sur les épaves existantes pour voir ce qui se passe. Et c'est vrai que on sait qu'il y a des populations, par exemple sur nos côtes en Catalogne, on a du sartembour, on a des espèces comme ça qui sont un peu emblématiques, qui sont présents sur ces épaves-là. Pas forcément constamment, donc là il y a un petit travail à faire à ce niveau-là, mais l'idée c'est de le faire au niveau de la façade méditerranéenne française. Et puis il y a l'aspect plus économique, et là on est à la recherche de partenaires pour travailler sur cet aspect-là. Donc tous les documents, tous les rendus UICN, parce que ça a été présenté à Marseille lors des sessions du 8 et 9 septembre, tout ça c'est en ligne sur le site ICO pour Island, Coastal and Ocean. Et donc vous pouvez retrouver tous ces documents. Donc qu'est-ce qu'on va faire cette année ? Donc vous retrouvez là l'équipe d'animation là en haut, donc avec l'agence de l'eau, l'université, Nicolas et puis ICO. Donc ça sera Fabrice Bernard donc qui sera pilote là-dessus. Et donc, il va y avoir un travail de plongée sur les épaves pour essayer de récupérer de l'information. Alors, ce sera du comptage visuel, de la vidéo au travers de ROV. Ça sera aussi de l'ADN environnemental. Donc, on va essayer d'utiliser des outils différents et surtout complémentaires, parce qu'on l'a vu quand on fait en plongée, quand on fait du comptage visuel, on peut faire fuir certaines espèces. Il y aura un aspect réalisation documentaire, donc un 26 minutes qui sera réalisé par Neptune Visio pour retracer un peu toute cette démarche et puis montrer de l'image.
Et puis un gros travail aussi de la part de Nicolas. Donc je te passe le. Voilà, ce travail, j'ai été associé parce que je suis un amoureux des épaves et des photographiés. Donc vous voyez un peu la vision d'une des épaves du Var là-haut. Et avec le magazine, on a aussi un point média de communication. Donc le rapport, moi j'ai vu les premiers jets parce qu'on va le présenter dès le mois de mars dans le magazine et on va le diffuser en téléchargement pour tous les gens que ça intéresse. Parce que le but du rapport, c'était de lancer des appels à projets pour essayer d'émerger des épaves en France. On a essayé de démontrer ce qui était un peu comme le guide sur les mouillages. On a fait un peu un guide pour comment on peut essayer d'arriver à ça. Les témoignages, on va appeler des gens qui vont nous dire qu'est-ce que leur apportent les épaves, qu'est-ce que leur apporte aussi bien en environnement qu'en économie. On a les exemples des pays étrangers où c'est impressionnant. Donc tout ça sera mis sur la table pour qu'on essaye de faire bouger ce dossier. Voilà. Et toutes les études, tout ce qui a été fait est public, sera public et diffusé le plus largement possible. Voilà, je crois ça se termine là-dessus. Donc voilà, donc comme l'a dit Nicolas, vous pouvez me contacter Pierre Boisserie, contacter Nicolas. On fera un maximum de communication là-dessus. On en parlera au Salon de la plongée, qui est décalé au mois de mars. Donc voilà. Oui, merci. Bravo. Oui, une petite question. En 2012, il y a eu un gros colloque à Marseille sur les récifs artificiels où cette dimension d'immersion d'épaves en Méditerranée a été pas mal abordée. Et la position à l'époque et depuis était assez claire des services de l'État. L'interprétation de la France de la Convention de Barcelone, c'est il n'y a pas d'immersion d'épave. Donc comment arriver à développer ce genre de projet si la doctrine de l'État reste la même. En complément, il y a des pays comme la Turquie ou comme Malte qui sont signataires de la Convention de Barcelone, mais qui ont une autre interprétation et qui ont immergé des dizaines d'épaves. Mais en France, la doctrine de l'État, à ce jour en tout cas, maintenant vous avez peut-être des informations fraîches, était totalement clair et un blocage plus qu'évident, quoi. Donc, je vais sans lâcher les informations, le mot épave, c'est une hérésie. Épave, c'est une voiture qu'on oublie dans la nature. C'est quelqu'un qui est dans la rue, un SDF dans la rue, c'est une épave. On a toujours, nous plongeurs, employé ce mot épave. Et c'est une erreur. C'est un navire à caractère patrimonial qu'on veut immerger. Ensuite, la Convention de Barcelone interdit de jeter les déchets à la mer, dans le but de ne pas les dépolluer autre chose. Une épave, enfin, pour nous plongeurs, c'est épave. Un navire ne serait immergé qu'en étant dépollué et sécurisé. Ce que fait Malte, j'ai tous les rapports de précision. Donc déjà, la notion derrière. La notion de Barcelone n'intervient pas sur les eaux intérieures. Et les eaux intérieures, c'est ce qui est entre deux caps. Donc toutes les baies ne sont pas concernées. Donc l'État, comme souvent dans beaucoup de dossiers, a interprété une position qu'il a rangée en mettant la faute sur l'Europe et sur Barcelone. Et on voit que cette position, elle peut certainement se changer, et c'est un peu le travail du rapport, en mettant avec des gens qui ne sont pas des factuels, c'est-à-dire qui ne sont pas partisans, qui ont juste interprété. Et on a vu que pourquoi Malte, pourquoi la Grèce, pourquoi Chypre, pourquoi Israël, pourquoi les États-Unis, pourquoi, si je commence le truc, on va faire moitié la planète. Donc ces gens-là n'ont pas certainement autant de valeur environnementale et de respect de leur fonds que nous. Et nous, on ne l'a pas fait parce que c'était compliqué. On va faire quelque chose à Agde, on va immerger un bloc de béton qui va coûter une fortune et qui aura un... Voilà, c'est l'exemple type de la position de l'État à faire des choses complètement folles, alors qu'il y aurait des choses beaucoup plus simples à faire en les interprétant avec pragmatisme. Et ça, c'est le défaut de beaucoup de monde. Voilà ma position à ce niveau-là. Le rapport vous donnera toutes ces pistes-là derrière. Alors, on est quand même une réunion invitée par l'État. Donc, merci Nicolas pour cette intervention très, très positive pour l'État. Alors oui, c'est vrai que le positionnement, c'est celui d'aujourd'hui. Il n'a pas évolué en tout cas, au niveau des sphères nationales, centrales que j'ai pu avoir comme information. Après, c'est très intéressant de pouvoir y travailler dessus et de voir quelles sont les pistes pour faire évoluer ou pas le positionnement de l'État français sur ce sujet-là. Peut-être pour compléter, c'est pas vraiment un complément. Ce qui était intéressant dans l'étude, c'est qu'en effet, sur
dans le cadre de la Convention de Barcelone, elle s'applique, tu l'as bien dit, aux lignes, elle s'applique pas aux eaux intérieures. Donc en fait, si vous voulez, la Convention de Barcelone précise les 0,12 milles nautiques, mais le 0, on a défini une ligne qui est comme ça, quoi. C'est pas amusé à faire le tour de la côte. Donc dans les baies, forcément c'est possible. Donc nous on va travailler à ce que ça soit aussi intégré dans les baies. Non, bien sûr que non. Mais voilà, en tout cas il faut savoir que Barcelone, il y a cet aspect-là qui est à prendre en compte. Après aujourd'hui, un projet d'immersion d'épave, c'est aussi un peu ce qu'a sorti, c'est qu'au final c'est un projet économique. En fait, c'est un projet, non mais il n'y a pas de mal, il y a pas de mal à faire un projet économique évidemment, mais par contre qui est soumis aussi à l'ensemble des autorisations habituelles, donc non-impact, des pollutions, donc voilà, il y a quand même pas mal de, je pense, d'interrogations encore à lever, de freins à lever pour une collectivité de se lancer dans ce sujet. Donc j'imagine que cette étude aura aussi vocation à apporter des éléments sur ça, quoi. Merci. Merci à tous. Je propose qu'on clôture la matinée avec donc 20 petites minutes de retard. Je ne vous propose pas par contre de décaler la reprise, on reste à 14h. Donc pour ceux qui sont en présentiel, il y a tout ce qu'il faut autour pour déjeuner rapidement. Ceux qui sont en visio, merci d'avoir tenu jusqu'à maintenant. Je crois qu'on a quand même quelques déconnexions, mais merci à ceux qui sont restés. Rendez-vous à 14h pour la suite de l'aventure sur la stratégie plongée, où on parlera des outils de sensibilisation, sciences participatives et éco-responsabilité de la plongée. À tout à l'heure. Merci Marion, à tout à l'heure.